Alors peut-être pour cet échange, table ronde, et Guillaume l'a introduit sur la base des générations. Moi je me suis appuyé de mon introduction sur ce que nous dit une sociologue qui n'est pas toute neuve, elle a 87 ans, Geneviève Pougeot, j'ai vu que tu l'avais cité tout à l'heure, qui était une chercheuse à l'INGEP et qui donnait comme définition de l'éducation populaire à travers, basée sur l'histoire, et c'est ça qui était intéressant, parce qu'elle s'appuyait sur l'histoire, le fait que l'éducation populaire était un projet de démocratisation, on retrouve bien là ce rapport du peuple politique qu'évoquait Guillaume tout à l'heure, démocratisation de l'enseignement porté par des associations. Et là, on retrouve bien là aussi l'indépendance et le fait collectif dans le but de compléter l'enseignement scolaire et de former des citoyens, qui nous renvoie donc à la fameuse fabrique de l'esprit critique que nous proposait Claire il y a quelques instants. 2 siècles d'éducation populaire, même si on fait référence à 50 ans, et avec un certain nombre d'évolutions permanentes. Et je pense que c'est ce qui caractérise aussi l'éducation populaire, c'est ce mouvement dynamique en permanence qui fait qu'elle se renouvelle, qu'elle se transforme. Et on le voit bien aujourd'hui, et c'est le plateau qu'on a là le prouve, c'est qu'il y a des dénominations qui sont concurrentielles aujourd'hui, voisines, complémentaires à l'éducation populaire, on ne plus les choses de la même manière. Mais surtout, de quoi parlons-nous? On va parler d'économie sociale et solidaire, on va parler d'éducation nouvelle, on va parler de formation tout au long de la vie, on va parler de démocratie participative, mais tout ça nous renvoie d'une certaine manière à l'éducation populaire avec d'autres modes, d'autres formes, d'autres organisations. Et c'est peut-être ça qui en fait un élément dynamique et prospectif. Donc 50 ans, plus 50 ans, un siècle, c'est peut-être ce qu'on va regarder ensemble. Alors, à nos côtés, donc, Émilie Castellano, fondatrice de l'usine à Belfort. C'est une entreprise apprenante, telle qu'elle me l'a définie, et depuis peu, une entreprise apprenante qui a généré aussi d'autres éléments dynamiques, entre autres la 5e dimension, un tiers-lieu. Alors voilà qui a encore une autre dénomination qu'on retrouve aujourd'hui dans l'aspect de l'éducation populaire. Donc c'est tout proche d'ici, j'ai été visiter l'autre jour. Ceux qui ne connaissent pas peuvent regarder, c'est très très chouette. Renaud Porte, alors lui il est artiste, cofondateur du réseau Dédale, voilà, et actuellement en formation, puisqu'on s'est croisés, en DES GEPS au sein de Trajectoire Formation, et fait son stage dans un centre socioculturel, voilà, si je me souviens bien. Et enfin, Jean-Jacques Schumsteck, que je rencontre pour la première fois, qui est issu d'un mouvement, puisqu'on a parlé du mouvement tout à l'heure, les jeunesses ouvrières chrétiennes, il y a longtemps, bien évidemment, ancien directeur de l'UJC, il l'a dit dans le reportage, et puis créateur avec d'autres, bien évidemment, mais en tout cas, celui qui a lancé l'idée de Trajectoire Formation, qui aujourd'hui a fait son chemin, et Claire nous l'a bien présenté. Voilà. Avec un lien fort aux questions de médiation culturelle, et on a pu se croiser sur ces moments-là avant-hier. Alors, pour peut-être en introduction, pour faire un peu de chauffe, très rapidement, c'est quoi l'éducation populaire pour vous? L'éducation populaire, pour moi, tel que je le vis, c'est redonner la capacité à chacun d'agir dans la société et de pouvoir se construire un point de vue, un regard sur la société, et c'est aussi apprendre à vivre les uns avec les autres, dans la diversité. Voilà. Oui, comme je l'ai évoqué ici dans le reportage, pour moi, l'éducation populaire, c'est une conviction que, quelle que soit la personne, où qu'elle soit, elle a donc la capacité, donc tout le monde peut agir aux transformations, et qu'elle en a aussi la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a chacun à prendre place dans la société, et finalement l'éducation populaire est l'espace dans lequel se cultive cette responsabilité et se construit cette action. Hello. Alors,
Et éducation populaire, par éducation, j'entends une éducation qui ne cherche pas à produire, qui n'a pas pour finalité de produire de la hiérarchie. Populaire, moi, ça me renvoie aussi à l'idée de peuple. Et le peuple, j'ai l'impression qu'on peut se représenter que c'est ce sur quoi le pouvoir est exercé. Ce qui me fait dire que l'éducation populaire, à travers justement les associations, c'est donc aussi être un contre-pouvoir. Ce qui ne veut pas dire être contre le pouvoir, c'est-à-dire arriver à se situer dans le dialogue démocratique. Et puis après, pour terminer, moi j'ai l'impression qu'aussi on est vraiment sur comment par les actions individuelles, enfin comment au travers d'un collectif, les individus s'émancipent. C'est-à-dire être plus sur l'individuation, que voilà, les personnes puissent choisir en conscience, émerger elles-mêmes, entre guillemets, pour ne pas être dans l'individualisme. Très bien, donc on tourne autour de cette question de l'émancipation, l'autonomie, l'esprit critique de manière régulière avec des dimensions collectives. Alors qu'est-ce qui fait, Guillaume évoquait tout à l'heure la question de l'engagement, mais on ne se lève pas un matin tout beau, tout frais et plein d'envie en se disant je m'engage et hop, d'un seul coup, je deviens quelqu'un qui s'inscrit pleinement dans ce contexte qui est celui de l'éducation populaire. Alors, selon vous, et vous trois, et là je vous demanderais peut-être d'aller un tout petit peu plus loin, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur, qu'est-ce qui est starté à un moment donné dans votre vie, puisque on voit bien que les choses ne sont pas, et je suis assez d'accord avec ce qu'évoquait Claire tout à l'heure, attention à la technocratisation ou la technicité à laquelle on est convoqué en permanence. C'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à son histoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclencheur qui nous amène à ce que vous avez mis en œuvre? Moi, je vais raconter l'histoire de la création de l'association, pas de l'usine, mais parce que je pense que c'est ça qui fait bouger. Moi, j'ai une histoire du salariat à la base un peu compliquée, c'est-à-dire que je sors de mes études, j'ai 2 expériences de salariat qui se passent très très mal, du harcèlement moral, enfin voilà, des choses de cas. Et donc, je décide de créer ma propre entreprise de conseil en communication. Et donc, à ce moment-là aussi, j'ai une petite fille qui arrive dans ma vie, et donc je commence à travailler dans mon salon avec un pote, et à un moment donné on se dit mais c'est pas possible, en fait on ne peut pas travailler comme ça, et on a envie de prendre des locaux, et elle dit mais on n'est pas tout seul en fait, on n'est pas tout seul à avoir des besoins comme ça de locaux, il y a plein de gens qui commencent à se mettre à leur compte, qui disent le salariat ou le travail tel que je le vis aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre comme ça, j'ai envie de créer mon propre projet, et si on reste tous chacun dans notre appart, ça va pas le faire. Et en fait, on se dit, alors on va créer un espace, et l'idée de cet espace-là, ça va être de permettre à des personnes de travailler dans des conditions professionnelles dignes, enfin de qualité, mais aussi de refaire collectif. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que quand on a ouvert en 2010, il y a plein de gens qui sont venus en fait. Et on se dit, en fait, il y a vraiment plein de gens aujourd'hui qui sont en train de vivre ça, et petit à petit, on s'est structuré, on a organisé ça. Et puis je crois que le deuxième élément déclencheur, c'est vraiment, je l'ai mis quand tu as posé la question en amont, je me suis dit c'est vraiment ça. Moi j'ai ma fille qui, pareil, donc, qui a 4 ans et demi, décide d'arrêter l'école, me dit l'école pour moi c'est trop violent, je ne veux plus y aller, et donc un matin elle ne veut plus retourner à l'école. Et donc on se retrouve avec son papa face à cette situation-là, et je crois que ça a été la plus belle leçon qu'elle lui donnait. C'est-à-dire la capacité de dire aujourd'hui je refuse la violence telle qu'elle est, je ne l'accepte pas, mais je n'y retourne pas. Et qu'est-ce qu'on met en place? En fait, on a créé avec elle des solutions, avec l'éducation aussi nationale, enfin l'éducation nationale, des solutions pour qu'elle retourne à l'école. Et ça a été ma grande leçon. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à remettre dans le travail. C'est une capacité à se révolter, quelque part, à se dire là, stop, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Et comment collectivement on arrive à trouver des solutions pour redonner un espace de travail où chacun puisse s'épanouir. Voilà. Bien. Jean-Jacques, même punition. Oui, ce qui a été déclencheur pour moi, c'est l'histoire qu'évoquait Jean-Claude avec le syndicat de jeunes qui était la JOC. Au collège, donc on se trouvait entre nous, et on avait un animateur qui nous faisait réfléchir à travers une méthode qui s'appelle le voir, juger, agir.
Donc la réunion se déroulait en 3 temps, le voir, donc dans ce que tu vis quotidiennement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne satisfont pas, etc. Ah oui, c'est passé telle chose à l'école, ou dans le loisir, ou en famille, etc. Ok. Deuxième temps de la réunion, juger. Donc, pourquoi ça ne te convient pas? Au nom de quoi ça ne te convient pas? Sentiment d'injustice, sentiment de... voilà, la justice était vraiment souvent au cœur de ce processus d'analyse. Et puis le troisième volet de la réunion, c'était, ben alors, qu'est-ce que tu peux faire individuellement, collectivement, pour changer cette situation? C'est des petits trucs, hein, c'était l'histoire autour du délégué de classe, autour de processus dans la classe, ça tournait beaucoup autour de ça. Mais il y avait des copains qui étaient en apprentissage, donc dans des boîtes, etc. Et donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage de la responsabilité collective, donc un apprentissage de la citoyenneté. Et voilà, moi je remercie ceux qui m'ont permis voilà, de rentrer en responsabilité à travers notamment cette méthode. Merci. Alors, on reviendra peut-être sur cette idée de passeur ou de déclencheur, parce que on voit bien qu'il y a forcément, à un moment donné, dans des biographies personnelles, quelque chose qui déclenche, hein, qui donne cette envie-là, et en particulier à travers peut-être ceux que nous pouvons croiser. Renaud, même question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à ton âge, parce que tu es jeune, pas de cheveux blancs, on s'engage, on crée, on développe et surtout on revendique ce que tu nous as expliqué tout à l'heure à travers ta définition de l'éducation populaire. Oui, alors c'est vrai que moi je l'identifie par rapport à mon parcours d'adolescent un peu chaotique. Moi j'ai grandi dans un quartier populaire au nord d'Amiens, quartier où voilà, il y avait beaucoup de tensions, quartier que je détestais, avec voilà, une situation familiale complexe, bref, j'ai arrêté les études en fond, etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvé un petit peu par hasard à faire le BAFA. Et ça a été vraiment une expérience essentielle, parce que la première envie d'engagement, ça a été par la possibilité de pouvoir être dans la créativité. Et je veux dire, avant d'être dans une pratique artistique, de me définir en tant qu'artiste et tout ça, il y avait voilà, ce champ possible. Et très rapidement, je me souviens que donc, je cherchais un stage à faire pour le BAFA. J'avais fait plein de structures, je ne trouvais pas, etc. Et je suis allé dans le centre de loisirs du quartier où j'habitais. Et j'espérais par-dessus tout qu'ils ne me prennent pas, parce que vraiment j'avais une inquiétude absolue sur ce centre de loisirs. Je voyais les gamins, je me disais, mais je ne veux jamais travailler là. Et il se trouve qu'il m'a dit, ah mais c'est génial, on prend un stage. Je me suis dit, excusez-moi, je me suis dit, merde. Bon. Et finalement, ça a été, j'ai travaillé après 4 années, et même quand je faisais les études en école d'art, où j'étais à Cherbourg, à Limoges, je revenais à chaque vacances pour travailler. Parce que ça a été vraiment, en fait, j'ai redécouvert entièrement ce quartier, les personnes qui y habitaient. Et là, j'ai senti moi-même, c'est-à-dire, en fait, c'est la période où moi, je suis passé à l'âge adulte, où j'ai grandi avec ça, où j'ai acquis énormément de choses. En même temps, il y avait comme ça une relation de transmission réciproque, et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'engager, d'autant plus qu'à côté, il y avait l'école d'art. Et l'école d'art, c'est aussi un processus, en tout cas dans celle où j'ai pu passer. On essaye de mettre les personnes dans une approche très élitiste du monde, où il y a voilà, une espèce de... On incite les gens à avoir des revanches socio-culturelles par rapport à là où ils viennent, et donc on peut très vite finalement partir comme ça dans les airs. Surtout qu'il y a ce clivage évidemment très fort, culture, hein, dite cultivée, éducation populaire, et finalement moi ça m'a permis d'avoir de l'ancrage, c'est-à-dire de rester, de rester dans le chemin d'où je venais, de comment je me suis forgé, et c'est ça qui m'a donné envie après justement de faire du lien entre, par exemple, des pratiques artistiques et des questions d'éducation populaire. Bien, alors, un point commun entre vous trois, dans ce que j'ai pu entendre, c'est ce rapport à l'agir. À un moment donné, le dire, on va faire. On va faire, on ne reste pas passif, on voit les choses, on exprime un fort sentiment de justice, de besoin de justice, mais en même temps, on ne reste pas à ce constat-là. On innove, on invente, on va aller beaucoup plus loin, et en particulier à travers les propos de Jean-Jacques, et on prend la première marche dans la proximité de son public, qui peut être un BAFA. Mais on est dans l'envie d'agir, et ça se traduit très concrètement
par un certain nombre de réalisations dans vos parcours. Alors, justement, comment ça se traduit dans vos parcours? On a vu les éléments déclencheurs, mais dans vos parcours et au quotidien, ça se traduit comment la place qu'occupe cet esprit ou cet état d'esprit que vous exprimez quand vous parlez d'éducation populaire? Alors, ça se traduit à différents niveaux. Alors, moi, je vais vous redire quand même, c'est que moi, on m'a dit que je faisais de l'éducation populaire, mais je ne savais pas que j'en faisais en fait. Donc, c'est à un moment donné, on m'a dit, mais c'est comme l'éducation populaire, en fait, c'est ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation populaire après avoir commencé à faire des choses, je suis allée me former après. Et pour donner le contexte aussi, on le fait d'abord dans la sauce au niveau des modes de gouvernance, c'est-à-dire que l'usager, chez nous, il est en charge du lieu. C'est comment on gère un bien commun. C'est-à-dire, il y a un conseil d'administration, il y a un comité d'usagers, et puis il y a un comité d'éthique qui est en charge aussi d'observer un petit peu, parce que comme on travaille sur les nouvelles formes d'organisation du travail, on est attentif à ce qu'on produit en termes d'organisation du travail également. Ça se traduit par du partage de connaissances tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des moments, des instants qui sont dédiés à du partage de connaissances sur nos métiers, sur nos pratiques professionnelles. Et ça se traduit par les personnes qui sont chez nous, disent comme ça, en disant on ne nous laisse pas tranquilles dans ceux-là. Et sur les pratiques professionnelles notamment, l'année dernière, par exemple, on avait un entrepreneur qui travaillait tout le temps, qui travaillait jour et nuit. Et à un moment donné, on voyait partir quoi. Et on s'est dit, on ne peut pas le laisser comme ça. Et donc, collectivement, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour comprendre les mécanismes qui sont en place là, pour que des personnes, des individus qui disent, je quitte par exemple le monde du travail dit traditionnel, parce que je veux reprendre du pouvoir d'agir, parce que je veux gérer ma boîte comme je veux, etc., retombent dans des choses comme ça, dans des conditionnements, on va le dire comme ça, mais dans des dictats du travail qu'ils ont envie de quitter pour autant. Et donc on a mis en place des démarches d'aller chercher de l'information, du savoir, c'est ce qui était clair tout à l'heure, mais du savoir, mais aussi de se confronter les uns les autres dans nos expériences, de dire voilà comment moi je tombe, comment moi j'arrive à m'en sortir quand je tombe dans des travers comme ceux-là, et pour se soutenir collectivement. Donc ça c'est le deuxième point, et puis je crois que c'est au jour le jour en fait, c'est au café le matin, c'est le midi quand on bouffe ensemble, c'est le soir quand on partage une bière, c'est à tous ces moments-là qu'on fait aussi l'éducation populaire. Voilà. Merci. Jean-Jacques alors. Oui, alors c'est une vaste question. Moi, je prendrais un élément, c'est que je suis élu local, je suis maire d'une commune de 350 habitants. Et quand je me suis engagé en qualité d'élu, je l'ai fait avec une volonté d'animateur, un positionnement d'animateur, et avec ces convictions que j'évoquais tout à l'heure. Et ça se traduit par le fait d'associer, alors c'est loin d'être évident et tout ça, mais la population, notamment à travers la vie associative, sa création, etc., un projet sur le village, porté, partagé par les associations, soutenu par la CAF, entre parenthèses. Donc c'est tenter la démocratie participative, voilà, avec, alors je dis tenter, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui est pas facile, mais aujourd'hui, moi j'essaie de le vivre dans un projet, sur un territoire, dans un village, où à travers notamment la vie associative, il y a 9 associations pour un village de 350 habitants, qui s'impliquent dans un projet collectif et partagé. Très bien, donc il y a plus une dimension d'une gouvernance partagée, impliquante, et en même temps qui nous montre bien que l'éducation populaire, on l'évoquait tout à l'heure, peut se traduire aussi en forme de démocratie participative. On y reviendra peut-être, parce que je sais que tu avais préparé quelque chose, il m'a fait un clin d'œil tout à l'heure. Renaud, non, le quelque chose m'a fait un clin d'œil. Renaud, comment ça se traduit dans ton parcours? Alors j'entends par parcours ce cheminement entre le moment déclencheur et puis aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que ce qui m'a pas mal intéressé, c'est que
j'ai circulé dans des structures très différentes. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu des intuitions par rapport à des choses, mais qui semblaient étranges. Par exemple, en travaillant dans des centres socioculturels ou des centres de loisirs, j'avais l'impression que la question de la militance, de comment on investit, c'est, comment dire, ce qui personnellement peut nous concerner, nous toucher, comment on le met dans sa professionnalité, alors je ne le formulais pas comme ça à l'époque, hein, mais également les questions justement de gouvernance, de prise de décision collective, ou aussi de projet. C'est-à-dire, moi j'ai été quand même surpris que dans plein de structures, on était là à faire des programmes, et moi j'avais cette idée qui me trouvait bizarre. Je disais, bah oui, une fois qu'on a fait un projet, bah c'est bon, on peut le jeter, parce que ce qui compte c'est le trajet. Et c'était quelque chose de... Voilà, et je ne trouvais pas d'éléments pour mettre sur la dent. Je me disais, bon, je vais être un peu bizarre, il va y avoir un truc comme ça. Et finalement, ça m'a accompagné comme ça d'année en année, et j'ai ressenti de la difficulté finalement à mener l'éducation populaire, bien sûr dans le cadre artistique, ça c'est... Voilà. Mais ça m'a d'autant plus surpris dans des structures qui sont normalement dédiées par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a des projets, un projet qui s'est développé au fur et à mesure des années, depuis 2013, donc l'association Réseau Dédale, qui n'était pas une association au départ, qui était un projet au départ avec mon épouse, aussi artiste et militante d'éducation populaire, et moi-même, qui était né dans un centre socioculturel, et peu à peu on est allé vers l'association, en essayant justement d'interroger toutes ces dimensions-là, de gouvernance partagée, d'intelligence collective, d'essayer aussi d'aller dans les structures existantes, et c'est ce qu'on fait en ce moment, d'aller un peu les titiller sur certains aspects, c'est-à-dire leur proposer du projet et de voir comment ça prend. Et c'est là où je vois qu'il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. C'est par exemple avec d'autant plus la dimension artistique, ou la dimension d'avoir des résultats, des finalités précises, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Donc comment on travaille ça avec des habitants dans le cadre de structures. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui vraiment avec cette association Réseau Dédale, c'est pas forcément d'aller s'imposer entre guillemets sur des territoires en lieu et place de structures qui ont leur fonctionnement, comme des centres socioculturels, mais d'aller dans ces structures-là, et de par le regard qu'on porte, de par les pratiques, de par la militance, puisqu'on associe aussi des questions d'écologie, de transition, etc., de voir comment ça vient un peu les secouer dans leurs habitudes. Et surtout, et là je le ressens, je dirais aussi aux structures récentes où j'ai pu être, c'est qu'on voit qu'il y a une contamination, et ça a été évoqué, je trouve en creux tout à l'heure, de la dimension capitaliste, libérale dans les associations. Finalement, il y a un affaiblissement du projet associatif, et que des actes très simples qu'on veut faire, bah oui, on teste, on expérimente, tant pis, peut-être qu'on va réussir, qu'on va se couper, mais c'est pas grave, on le fait, on explique la démarche, on fait avec les gens, on fait pas pour les gens, et là ça devient très très compliqué, ça demande une argumentation extrême pour que ça ait lieu dans des structures qui sont, qui ont leur fonctionnement, leur routine. Donc c'est un petit peu comme ça. Bien, merci. Donc, on parle de gouvernance partagée, on parle d'associer avec Jean-Jacques, et en particulier à travers la manière dont il accompagne, anime sa commune. On parle là aussi de militance, surtout. On voit bien qu'on est quand même là dans quelque chose qui relève de l'action permanente forte. Votre dernier bébé, c'est quoi? La 5e dimension, on va dire ça, parce que là, c'est de taille. On vient d'ouvrir un nouvel espace. Alors, c'est intéressant comme quand on parlait de projets associatifs, etc. Donc nous, on a créé la SOS en 2010, et en 2015, en Assemblée Générale, on prend conscience qu'on génère plus de consommation au sein du lieu que de coopération. Et donc, par contre, la SOS financièrement va super bien, elle est autonome à 80%, elle fait des résultats, il n'y a pas de souci, financièrement, on va bien. Et donc on dit, c'est pas satisfaisant, on décide de mettre en sommeil pendant 1 an le projet, on passe en colloque pro, on colloque le lieu pour garder un espace de travail partagé, et on se met à se dire, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, etc. Parce qu'on avait mis des groupes de travail en place, on faisait des animations trimédiées, etc. Et donc pendant 1 an, on va aller observer des autres espaces, on va aller se former, on va aller comprendre un certain nombre de choses, on va aller interroger des autres structures également. Et naît le projet de 5e dimension, c'est-à-dire de se dire que
des nouvelles formes d'organisation d'un travail sont en train de naître, ça c'est clair, qu'elles doivent être accompagnées, qu'aujourd'hui c'est émergent. Enfin, nous, on a été le deuxième espace à ouvrir comme celui-là en France. On en a 600 aujourd'hui, avec des logiques très différentes. C'est clair aussi, des logiques de location de bureaux à fond, et puis des logiques beaucoup plus coopératives. Et donc, on s'est dit, la coopération, ça s'apprend, et donc on doit mettre en place une démarche d'apprentissage de la coopération pour nous, mais aussi à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire que si nous, on le fait d'actuel pour notre assoce, ça ne suffit pas. Si on n'insuffle pas sur un territoire par plein de moyens différents, ça ne marchera pas. Et puis, une autre limite qu'on avait, c'est qu'on s'adressait uniquement qu'à des métiers, on va dire, de bureau. Et donc, l'envie d'ouvrir un atelier partagé pour être avec aussi les personnes qui travaillent la matière et d'arriver à faire se croiser des artisans, des entrepreneurs des métiers de bureau, des télétravailleurs, des étudiants, et puis une école itinérante, en disant cette école-là, si nous on l'ouvre qu'au sein de Technome, elle ne fonctionnera pas. Et donc on part dans les quartiers prioritaires depuis l'année dernière pour déjà, enfin on le fait, il y a Mala qui est là, on le fait au CCFBM depuis l'année dernière, et déjà dans un premier lieu, pas pour venir dire ce qu'on a compris, etc., mais pour simplement écouter et remettre du dialogue dans la rue. C'est notre premier acte. On se dit, il faut qu'on aille parler aux gens pour dire qui on est, et puis aller les écouter pour voir un peu dans quel univers, c'est quoi pour eux l'école, c'est quoi pour eux le travail, pourquoi nous ça bouge, pourquoi eux ça bouge aussi. Enfin, voilà, pour l'instant on en est là, je sais pas ce qu'elle va faire cette école, elle va continuer petit à petit. Et on est super heureux du travail qu'on fait par exemple avec Malade et donc le centre culturel des Baramons. Mais voilà, d'y aller pas à pas, comme on l'a fait dans le projet de l'usine et de la 5e dimension aujourd'hui, c'est-à-dire de le faire avec les gens qui viennent, aller à la rencontre des gens, construire ensemble et puis dire on verra bien. Hier soir j'étais en réunion où on est en train de créer un réseau des personnes qui ont envie d'œuvrer autour de la coopération sur le territoire de Belfort. Et puis il y a une dame qui pose la question à un moment donné qui dit mais c'est quoi votre projet en fait de réseau? Et ben, je dis j'en sais rien, en fait. Je dis on est en train de le faire ensemble, donc si j'avais déjà une idée préconçue, je vous l'expliquerais, puis je vous dirais signer en bas de la page qu'on a fini, enfin un bilan, tout ça. Non, en fait j'en sais rien, on va le faire ensemble, et je crois que mon cœur à moi, il va par là, en fait, il va dans le fait de faire avec des gens différents et d'avancer pas à pas et d'apprendre tous ensemble. Parce que qu'est-ce que j'ai appris plus en tout cas. Voilà. Alors peut-être avant de repasser la parole à Jean-Jacques, pour rebondir sur ton intervention, à un moment donné, il faut se mettre en insécurité pour recréer, pour développer, pour essayer. Donc il y a nécessairement de l'inconfort pour rebondir. Alors Jean-Jacques, ton dernier bébé va peut-être aussi compléter, parce que je t'ai un petit peu coupé la sous le pied juste avant, compléter ton propos. Par rapport à ce que tu nous donnais comme illustration dans ton quotidien d'élu à l'échelle de ta commune en Haute-Saône, qui semble être une illustration forte, en tout cas, de cette traduction, de ton point de vue, de l'éducation populaire. Oui, la dernière situation, je dirais, qui pour moi relève un peu de l'éducation populaire dans la commune, c'est la création d'une junior association cet automne avec 18 jeunes donc, qui se sont organisés, constitués en association et qui sont partie prenante du projet local. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important qu'ils puissent se donner les moyens d'être acteurs dans ce territoire. Ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est, quand je disais c'est compliqué, sur une approche démocratie participative, c'est compliqué, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Guillaume, du point de vue des publics. C'est-à-dire, il y a des gens dans la commune qui disent, mais attends, Jean-Jacques, nous, on vous a élus, vous faites le boulot, et puis on en reparle dans 6 ans, quand il faudra voter. Donc comment tout nous demande d'être partie prenante de ce titre-là, mais faites votre boulot, c'est votre responsabilité. Donc c'est pas facile. Et puis, mes collègues qui me disent, mais qu'est-ce que tu te fais chier avec ça? Tu te rends compte le temps que ça prend, le temps que ça bouffe. Et puis, c'est la vision du territoire, c'est ta responsabilité d'élu.
Non, non, c'est construction collective. Ouais. Mais c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde, quoi. Et c'est un mouvement d'inspiration, mais qui doit convaincre, qu'on doit porter tous les jours, qui est exigeant, qui demande la détermination. Et puis, je trouve que dans ce que tu disais, qui me paraît aussi important, c'est aussi dans la réalité un peu de l'éducation populaire et des actions, des projets qu'on a les uns et les autres évoqués, c'est comment aussi ça fait mouvement. C'est comment ça participe de quelque chose à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale. J'étais au Forum mondial à Montréal il y a 2 ans, et c'est vraiment intéressant quoi, de voir que l'éducation populaire, elle est vivante partout. Et la difficulté, c'est vraiment de faire mouvement lisible, quoi. On a l'impression qu'on reste dans la marge. Et non, le changement de société, il est dans le fait de vraiment imprimer ce mouvement. Enfin, voilà. Alors, Guillaume. On parle politique un petit peu, donc je rebondis. Et je veux en dire par rapport à ce que dit Claire aussi, et puis tout ce que vous dites jusqu'à maintenant. Claire, tu parlais du vocabulaire. Moi, je pense que c'est très important. Nous sommes dans une société qui passe en termes d'individus. Et là, on est en train de parler de personnes. Et moi, ça me fait penser quand même à la situation. On n'est pas hors sol. On a vécu des élections présidentielles très particulières. On voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe en Hongrie. Bref, on est dans un moment hyper particulier politiquement. Au niveau économique, on a connu une crise financière en 2008. Tous les indicateurs ne permettent pas de penser que ça va se reproduire. Donc c'est-à-dire qu'on est à un moment qui rappelle celui des années 30. Or, dans les années 30, il y a un mouvement qu'on appelle le personnalisme, qui a essayé de repenser la citoyenneté. Parce qu'à l'époque, la question de l'éducation populaire, c'était la question de la citoyenneté qui n'était pas encore stabilisée. Je vous le rappelle quand même. Aujourd'hui, je pense qu'il faut repenser la question de l'individu. Et peut-être revenir à la question de la personne. Et la personne, c'est pas que des moyens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de moyens. Comment faire? Mais pourquoi faire? Et la question se pose du bien commun. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on se cartonne, c'est là qu'il faut qu'on discute. C'est-à-dire que quand on se lève pour faire quelque chose, c'est bien de le faire différemment, mais se faire pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Et là, je pense que l'éducation populaire n'a pas pris la dimension de ce qui l'attend. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'il y a une urgence. Et la question, c'est la question du bien commun. Il ne s'agit pas de se mettre ensemble, il s'agit de se mettre ensemble pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas que du comment. Voilà. Et je rejoins la question, le positionnement que dit Jean-Jacques, mais je pense qu'à un moment donné, les gens se mettent ensemble aussi, parce qu'il y a peut-être de l'urgence, il y a peut-être aussi un but commun à atteindre, et celui-là, il doit discuter. Alors, Renaud, je ne t'oublie pas, c'est quoi ton dernier bébé? Et bien dans le cadre justement de l'association Médone, je pense à un moment qui était extrêmement intense en fait, avec donc trois camarades artistes. On avait fait le constat que il y a toujours des expositions qui sont organisées, des centres d'art avec des grandes velléités de démocratisation, il faut accueillir le public, et puis en plus c'est aussi ce qui conditionne en partie le budget, sauf que c'est des grands espaces blancs et froids, et que évidemment, même quand on fait partie de la petite communauté, enfin moi personnellement je ne m'y sens pas bien. Alors j'imagine que si on n'a pas les codes, on n'a pas envie d'y aller. Et voilà. Et en plus, je pense à certains territoires, je pense à un quartier par exemple à Mulhouse, on dit oui, alors il y a de la précarité, donc on suppose que de fait les personnes sont handicapées culturelles, c'est ça qui est supposé, qui n'ont pas d'expression culturelle à apporter, donc il faudrait venir amener un peu de la culture, des artistes et tout ça. Et en plus, on le fait alors qu'on est dans un quartier où il y a énormément d'artistes qui habitent, parce qu'il se trouve que c'est justement un quartier prioritaire, où il y a des loyers pas chers, et qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont précaires. Et finalement, il y a deux populations, si on peut dire, qui vivent l'une à côté de l'autre, et qu'on ne met pas en relation, alors que dans les politiques publiques, on y trouve tous les mérites. Et nous, ça nous a fait penser, pour certains artistes ayant l'atelier justement dans ce quartier, que ça servait à rien d'essayer de faire venir les gens dans notre atelier et tout ça.
Mais par contre, plutôt que d'avoir un public qui est passif, et ben d'aller dans le territoire avec les œuvres. Et c'est ce qu'on a fait donc récemment sur une après-midi. On avait réfléchi autour de l'idée de se présenter. On a chacun choisi une œuvre, voilà, alors avec des formes très différentes. Il y avait des œuvres plus minimales sur forme de carnet, d'autres sur forme de toile, une qui était une sculpture un peu voilà, organique, enfin bref, des choses très différentes. Et on a déambulé. Et on s'est fait très vite agripper, entre guillemets, par les personnes. Je pense par exemple, il y avait un groupe de jeunes en fait, qui tiennent une association de jeunes. Ils essayent en même temps de garder le cadre sur le quartier, mais en même temps ils participent aussi un peu au trafic qu'il y a dans le quartier, tout ça. Donc voilà, donc un échange avec eux sur leur positionnement, etc. Après, on allait aussi s'incruster dans certains espaces. Donc on observait plein de choses, on suscitait la discussion, on demandait aux gens de nous photographier, on interpellait les gens nous demandaient ce que c'était. Et là, on se rend compte que, évidemment, il n'y a pas de problème d'éducation artistique ou quoi que ce soit. Je veux dire, pourtant, ils sont face à des formes artistiques qui ne sont pas des formes forcément les plus habituelles ou les plus connues, qui ne sont pas des peintures encadrées ou je ne sais quoi. Mais il y a de l'interaction, il y a de l'échange. Après, on a continué, on est allé à une terrasse, il y avait un monsieur qui était un peu en état d'ébriété, on discutait avec lui. Enfin, et on a rencontré comme ça une quinzaine de personnes sur le parcours. Et moi, j'ai trouvé ce moment vraiment exceptionnel parce que c'était un moment totalement horizontal, de transmission, d'échange, de discussion. Et là, je veux dire, c'est là qu'on se rend compte que plutôt que l'artiste messianique qui va venir des fois sur les territoires, comme c'est proposé dans certaines résidences, pour remplacer l'animateur, l'éducateur et l'instituteur, enfin voilà, des espèces d'aberrations comme ça, on se rend compte que là, il y avait plein de choses qui étaient aussi amenées sur les gens. Moi, personnellement, des propos sur ma pièce et tout ça qui m'apportaient énormément. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est qu'on est à la fois dans l'observation, on va dire qu'on est dans du diagnostic au territoire. En même temps, on est aussi déjà dans quelque chose on est dans de la transformation, il y a des choses qui se passent. Et puis en même temps, on est aussi pour les artistes qui font, dans quelque chose qui les intéresse en tant que pratique artistique. C'est-à-dire, on n'est pas sur ah oui, ce serait de l'art au service d'eux, parce qu'il faut que tout serve à quelque chose, sinon ça n'a pas d'utilité dans le monde. Et ben là, en fait, on servait à rien, on venait avec des objets qui ne sont pas forcément signifiants pour les gens, et pourtant il se passe des choses. Et ça me paraît, ça me paraît un moment très simple qui, dans sa forme, est l'éducation populaire, parce qu'on est sur la transmission, l'échange, voilà, c'est ce moment-là. Bravo, on se retrouve là sur l'idée que l'artiste n'est pas accompli. C'est ça. Voilà. Peut-être puisqu'on est quand même dans un espace d'échange, de partage et de dialogue, c'était quand même bien l'idée de ce moment-là, et avant d'arriver à la dernière rafale de questions en direction de nos invités, je tends le micro aux uns et aux autres. Peut-être pour en savoir un peu plus et questionner un peu plus sur la base des trois parcours, de ces trois jolis récits qu'on vous a proposés, de les questionner. C'est à vous, parlez. Non, mais c'était pour la dame qui était venue avec les pelotes. Je sais pas, mais... Non. La dame au pelote. C'est comme parler du tout. Au début, je n'ai pas suivi quand vous avez expliqué les trois savoirs. Du coup, je voulais savoir le savoir d'action. Je ne sais pas comment c'était. Le savoir d'action? Oui. C'est le savoir du professionnel qui agit. Donc ça pourra, pour l'animateur, par exemple, ça va être, quand il fait son travail d'animateur, tout ce qu'il apprend en faisant son travail. Ça répond? Oui, et du coup, les savoirs, après, c'était les savoirs professionnels. C'est les mêmes. Les savoirs d'action. Du coup, il y avait savoir théorique, ça c'était... Ça c'est facile, on connaît. Ouais. Et après, du coup, le deuxième... Le savoir d'action, c'est le savoir des professionnels. D'accord. Et le troisième, c'est le savoir d'expérience, le savoir du vécu. C'est celui qui vit la situation. D'accord, ok. Merci. Merci. Alors, moi j'aurais une petite question, parce que
en formation, donc je suis en BPJET, TP, et en formation, on avait eu un intervenant un coup qui était venu, je crois que c'était de la CAF, qui était venu nous parler, il nous disait que dans le monde de l'association et de la personne parfois, on était un peu en mode chacun son pauvre en fait. Et du coup, je me suis posé la question à la suite de ça. C'est vrai que quand on regarde, on est beaucoup dans d'offres de services, dans apporter la culture aux plus démunis, etc. Et qu'est-ce qu'on fait éventuellement aussi pour des personnes qui n'en ont pas besoin, mais qui devraient quand même être sensibilisées à ce qu'est l'éducation populaire? J'entends par exemple des publics qui seraient plus aisés ou qui auraient besoin quand même de cette éducation populaire, parce que c'est en changeant les méthodes aussi en haut qu'on peut faire changer ce qu'il y a en bas. Là, une question sur la rencontre, le croisement des publics, des catégories, des classes, peut-être, Monsieur Joannin, Jean-Jacques, Élie, Renaud. Oui, mais je prendrais un élément qui est l'entrée territoire. Quand j'ai aussi transformé, voilà, agir sur son espace, par rapport à l'expérience que j'évoquais, c'est celle d'un territoire communal. Et de dire, ben, c'est la dimension à la fois intergénérationnelle, sociale, etc. C'est chacun avec ses entrées dans les associations, les 9 associations. Il y a les chasseurs, il y a les jeunes, il y a les... on se retrouve ensemble dans un comité. Et par exemple, une des questions aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on intègre les nouvelles populations qui viennent construire, etc. Donc chacun, alors les chasseurs, peut-être l'apprentissage, enfin, comment la découverte du patrimoine, etc. Enfin, c'est faire le chemin avec les gens comme ils sont, mais sur un enjeu collectif, sur un objet collectif. Donc ça peut être un des éléments. Donc nous, là, il n'y a pas, c'est pas simplement en direction des gens qu'on désigne en difficulté, etc. C'est chacun dans une logique de mobilisation des ressources, de l'attachement à un bien commun, quoi. Moi, je me dis en tout cas qu'il faut avoir un point de vigilance extrême sur comment les populations, des personnes constituées précaires, il faut que ce soit les premières qui soient exemplaires, d'être citoyens, éco-responsables si possible, enfin le tout, quoi, le must. Et comment finalement on présume que dans un quartier où les personnes doivent avoir les moyens et tout ça, on s'en fiche qu'ils soient citoyens, qu'ils soient machin, parce qu'ils ont les moyens. Et je me dis qu'après dans la pratique de l'animation, et ça j'y pense quand j'ai défendu des projets par exemple en tant que coordinateur du secteur jeune, c'est qu'à un moment donné, des fois il y a des projets qui se montent avec les jeunes, c'est construit, mais on a envie, pour leur donner une petite aide, il faudrait qu'ils sauvent le monde. C'est-à-dire il faut qu'ils s'engagent absolument, que oui mais alors qu'est-ce qu'ils font, et puis est-ce qu'ils vont aller faire de l'humanitaire, est-ce que machin, et tout ça. Et je me dis que ça il faut quand même être très vigilant, je trouve, là-dessus, quoi. Peut-être on doit repasser la parole peut-être pour le point de vue d'Émilie ou de Guillaume. Nous, la question que vous évoquez, on voit bien les contextes que nous connaissons bien, je peux pas intervenir ici dans cet échange. C'est celui de la manière dont on nomme les choses, les dénominations. On voit bien aujourd'hui, dans des contextes territoriaux quelquefois complexes, on va segmenter par la dénomination. On va parler d'usagers, d'ayants droit, de destinataires, de clients, de bénéficiaires. On parle de clients maintenant dans le logement social. Un client qui va, et on l'a vu avec les étudiants, rencontrer un produit. Le produit, c'est le logement. Donc voilà, une forme de segmentation à travers la dénomination qui se construit dans le contexte de politique publique et qui va renforcer effectivement la crainte que vous évoquiez. Donc effectivement, le territoire peut être cette plateforme qui fasse voler en éclats, ou en tout cas qui nous fasse passer d'un statut d'usager, bénéficiaire, ayant droit et autres, à celui de citoyen, tout simplement. Émilie. Dans les tiers-lieux, c'est l'enjeu, en fait, dans un lieu comme le nôtre, l'enjeu, c'est d'arriver à être ouvert à tous et sans condition aucune, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des publics, alors nous, on attire plus le public des personnes qui
a priori, ont les moyens, on va le dire comme ça, mais qui ne sont absolument pas sensibilisés, parce qu'au départ, la plupart, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un bureau, et ils ne sont pas dans cette logique collective au tout début. Ils sont juste en train de répondre à un besoin. Enfin, la plupart, ils arrivent en se disant je parle à personne depuis un mois ou 3 semaines parce que je suis enfermée chez moi dans mon bureau et je vois 2-3 clients de temps en temps. Donc la première problématique, la première réponse, elle est là en fait. Et ensuite, c'est pas le fait que ce lieu-là, il n'existe pas si on ne gère pas tous ensemble, en fait, il s'arrête, que petit à petit, on va faire rentrer des dimensions de l'éducation populaire, qui sont comment on gère, comment on apprend aux autres. Et on se rend compte en fait que bien sûr, c'est pas des publics prioritaires, on va le dire comme ça, mais pour donner d'autres dénominations encore. Mais en même temps, ils sont complètement prioritaires. Enfin, parce que on leur donne une culture du travail, enfin, on leur a appris, c'est beaucoup des jeunes, une culture du travail où c'est pour eux, en fait, ils vont créer leur entreprise pour eux, pour faire pour eux, et donc obligés de déconstruire tout ça en disant mais comment on fait du collectif, pourquoi c'est important. On parle par exemple beaucoup des histoires de mutuelles ou d'assurance, il y en a pas mal qui arrivent en disant que ça sert de s'assurer dans des mutuelles par exemple parce que c'est chacun sa mère, enfin, pour le dire vite, et en fait on explique pourquoi d'où ça vient, pourquoi on a créé une mutuelle, à un moment donné, pourquoi c'était important d'être solidaire. Nous on a mis en place aussi des systèmes de solidarité au sein du lieu, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui ne peut plus venir pour des raisons financières, et c'est le collectif qui va payer ça, qui va pouvoir lui permettre de rester, etc. dans le lieu. On a des forfaits à 1 € par jour aussi pour tous les gens qui ne peuvent pas venir dans le lieu. Et ça contribue à apprendre à vivre les uns avec les autres, et à dire comment on expérimente le bien commun, enfin voilà, la notion du bien commun, comment on arrive à trouver chacun sa place, et on en a tous besoin, et c'est clair, on a tous besoin d'apprendre ça, d'apprendre ce que c'est que d'être dans une difficulté à un moment donné, et on le vit tous à un moment donné de notre parcours de vie, c'est clair, de manière différente, mais on le vit tous, et comment on apprend à être solidaire par rapport à ça. Moi, je vais prendre un cas très particulier que j'ai vécu à l'IUT et que j'ai vécu en tant que représentant de parents d'élèves dans un collège, dans un lycée. Ça a été le moment des attentats de 2015. Vous allez voir le lien que je fais avec la question qui est posée. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les publics, ils ont des caractéristiques, mais ce ne sont pas des catégories. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on catégorise les gens. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait des camps. Et moi, je l'ai vécu au moment de 2015, parce qu'à un moment donné, il y a eu les attentats, je suis chargé, etc. Puis on s'est dit, dans l'équipe, il faut en parler. Voilà, il faut en discuter. Mais ça a été une catastrophe. C'est-à-dire, personne ne parlait. Et là, je me suis dit, ça y est, si la personne parle, elle va se dire qu'elle se met dans une catégorie. Et donc, nous qui sommes là pour dire aux étudiants, mais pensez par vous-même, et je reviens sur c'était des personnes, vous êtes une personne, donc vous enfermez pas, etc. En fait, le sujet faisait que les gens étaient dans des catégories. Et je me suis dit, là, c'est bon. On est dans l'impossibilité de construire la citoyenneté autour d'un moment qui était quand même un moment central. Alors je me suis dit, c'est peut-être à l'IUT. Et on a fait le même exercice dans un lycée. Et ça a été pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens n'ont pas pris la parole parce qu'ils se sont dit, sinon on me met dans une catégorie. Et je pense qu'aujourd'hui, les publics, il faut bien sûr les aborder avec des caractéristiques, on n'est pas neuneux, on sait qu'il y a des mécanismes, mais il ne faut surtout pas les enfermer dans des catégories. Et surtout qu'eux ne se sentent pas, dès qu'ils prennent la parole, associés à une catégorie. Alors ça peut être le dépendant, ça peut être l'assisté, ça peut être, voilà, les catégories, il y en a des multiples, et sinon, on ne construit plus rien. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est dans un univers où on pense beaucoup par catégorie. Très bien, donc le titre c'était quoi déjà? L'éducation populaire depuis 50 ans, donc ça s'est fait. Et maintenant dans 50 ans, donc on a peu de temps. Il nous reste 10 minutes, allez, 10 minutes pour rêver. C'est à vous de rêver et de nous faire rêver, surtout vous, l'éducation populaire dans 50 ans, sur ces 50 ans, c'est quoi? C'est de l'ingénierie sociale qui est politisée? C'est quoi ce truc pour ces 50 années à venir? Bon. Moi, je vais aller le matin pour ça, c'est que, en tout cas, c'est pour qu'on arrive à créer des espaces communs, d'échanges, de débats, de confrontation, et qu'on arrive à vivre à la fin les uns avec les autres. Nous, on le vit au quotidien, le fait d'apprendre à vivre au sein d'un espace les uns avec les autres, avec des différences, etc. On voit à quel point c'est confrontant.
on voit à quel point il y a des fois on ne sait pas gérer, on apprend petit à petit à le gérer, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est un enjeu fort, et ça nous dépasse, ça dépasse le projet associatif. Moi, j'ai envie d'apprendre ça, en fait. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de venir tous les matins au bureau et d'apprendre à vivre avec quelqu'un qui ne vit pas les choses de la même manière que moi, qui ne pense pas les choses de la même manière que moi, et d'apprendre de lui, et qu'il apprenne et qu'on échange, et qu'on arrive à construire des projets ensemble. Et j'espère que l'éducation populaire, elle va aller par là, par cette confrontation, cette rencontre entre des personnes différentes, et cette envie d'aller plus loin, et d'apprendre encore, et de construire encore des choses différentes. Bien, merci. Donc la bête n'est pas morte, elle est bien vivante. Alors, monsieur le maire, c'est 50 années à nous. Démarrez-vous. Je sais pas, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste et d'idéaliste, et donc moi je suis convaincu qu'un autre monde est possible. Et non seulement il est possible, mais il est nécessaire. Donc et je sens vraiment une inspiration et une conscience qui s'accroît des limites du fonctionnement aujourd'hui, quelque chose d'une insatisfaction, voilà, comme dit Souchon, le monde qu'on nous propose, comment ça Souchon, oui, full sentimental. Et comment, hein, je chante non, donc voilà, donc, moi je pense que cette insatisfaction qui se... par contre, c'est comment faire quelque chose de positif, quoi. Et il y a des initiatives qui se prennent, moi je trouve elles sont nombreuses, elles sont peut-être aujourd'hui encore un peu diffuses et peut-être isolées. C'est comment arriver à faire mouvement, quoi. Et donc voilà, c'est une question, mais c'est une conviction que c'est possible et qu'aujourd'hui il y a des choses qui se font dans cette perspective-là. Très bien, alors j'invite, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Jacques, parce qu'il parle de cette densité d'initiatives un peu partout et que c'est possible. Moi je suis toujours agréablement surpris pendant l'heure de midi d'entendre Philippe Bertrand à France Inter, avec ses carnets de campagne, qui me laisse rêver aussi à dire, mais partout, il y a un quadrillage dans le territoire, on a un territoire qui est couvert de porteurs d'initiatives, qui me rassure aussi, hein, et qui me font penser que c'est possible également. Alors, Renaud, parce que c'est toi qui vas avoir le plus de boulot, là, hein, nous maintenant on va y aller, la maison de retraite n'est pas loin, on va bénéficier de ce que toi, tu vas nous apporter pour ces 50 dernières années dans ce contexte-là. C'est quoi ton problème? C'est lourd, hein. Responsabilité. Alors, avant de rêver, parce que c'est important, je voudrais juste qu'on fasse un mini cauchemar ensemble, si vous le voulez bien, qui me paraît absolument, non mais très essentiel, c'est qu'aujourd'hui il y a des enjeux avec l'intelligence artificielle, avec la génétique et tout ça, qui fait que finalement on arrive, la société de liberté qu'on connaît, qu'on a confondu avec la société libérale, en fait de plus en plus on va être déterminé, enfin, si on se laisse faire, c'est-à-dire on va être déterminé, on sera déterminé par notre code génétique, par, voilà, on calculera, c'est-à-dire on est en train de produire les inégalités de demain, parce que les personnes demain, ben, on verra si elles valent plus ou moins qu'une intelligence artificielle par exemple. D'autant plus que dans les milieux qui ne vont pas avoir accès à un moment donné à ces sujets-là, à ces questions-là, on les éloigne d'autant plus de leur capacité à inventer leur métier. On dit ça maintenant tout le temps, oui, il faut inventer son métier, etc. Mais comment on fait quand on n'est pas au fait de ses préoccupations? Donc ça, je le dis, ça c'est un petit peu voilà, l'ambiance de détermination, cauchemar, voilà. Je pense qu'il faut quand même se saisir dans nos associations, dans les structures d'éducation populaire. Après le rêve, bien sûr, c'est d'arriver à intégrer, je trouve, toutes ces dimensions-là qui ont pu être relevées, c'est-à-dire cette dimension bien sûr écologique, mais écologique, hein, je ne parle pas que de trier ces déchets, je parle vraiment d'écologie, de quelque chose de global, de systémique. Il y a finalement, on parlait des catégories, et c'est ça, je pense aussi, l'éducation populaire, c'est qu'on s'intéresse plus aux êtres qu'aux raisons d'être.
C'est ça qui nous intéresse, c'est les êtres, voilà, dans leur diversité, et comment on compose, comment on fait du commun ensemble. Donc ça, à mon avis, c'est une dimension essentielle. Et puis ce qu'il faut, c'est que voilà, les associations, quand on parlait de mouvement, et je pense qu'il faut que les associations arrivent à se fédérer, à réinterroger leur pratique et de ne pas avoir peur de la militance, quoi. Vraiment. Voilà, je ne sais pas si je vous ai fait rêver, mais qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, là, on a les ingrédients qui peuvent nous permettre, en tout cas, de rêver ou de se projeter. Je pense que dans cette question du mouvement, la recherche aussi d'équilibre, dans des tensions permanentes, dans ce que vous avez pu dire, en tout cas, entre ce qui pourrait opposer créativité et technocratie, puisqu'on est malgré tout à prendre en compte cet environnement-là, et puis entre compétition et coopération, puisqu'on est aussi dans un monde de compétition, mais peut-être de co-compétition, j'attendais que mon voisin le soit, pour trouver ce chemin de cette année. En tout cas, moi je vous remercie pour nous avoir emmené dans cette promenade entre savoir-pouvoir et l'émancipation. C'était peut-être bien ça, l'éducation populaire. Merci. Merci à vous tous. Je trouvais que l'écoute était hyper attentive, ce qui n'est pas toujours évident sur 2 heures. Merci à vous d'avoir été assez attentifs. Merci à tous ces intervenants. Je trouve qu'on a vraiment vécu un beau moment en termes de contenu et c'est en boîte. Et j'espère que ça arrivera par la suite. Merci à tous.